contenu, une formalisation. Dans sa seconde approximation, l'analyse a rencontré trois problèmes: l'enchâssement, la communication et l'ingénuité normative. Pour les pallier, nous avons procédé en deux étapes. Dans cette section, je développerai une représentation formelle du contenu normatif qu'expriment des énoncés normatifs. En gros, le contenu normatif d'un énoncé est l'ensemble des états possibles pour nous dans lesquels nos opinions seraient clairement établies et où nous continuerions à accepter l'énoncé. Je ne dirai presque rien ici sur le rapport que cette représentation pourrait avoir avec la signification, avec ce qu'a en tête la personne qui accepte l'énoncé. Dans la section suivante, je passerai à la deuxième étape, dire en quoi cette représentation peut être utile dans une théorie de la signification. Quelle est la réalité psychologique présente derrière la signification? Pour une part décisive, il s'agit des relations logiques que les gens attribuent aux énoncés. Les gens pensent que certaines choses s'ensuivent d'autres choses. Les gens estiment que certaines choses sont cohérentes ensemble et d'autres non. La représentation formelle fournit un moyen de parler des relations logiques dans les énoncés normatifs. Il y a plusieurs types d'énoncés normatifs. En premier lieu, il y a les principes normatifs généraux qui se combinent pour former des systèmes de normes. Des principes comme, à chaque fois que l'occasion s'en présente, livrer bataille, ou comme, ne livrer jamais bataille à moins d'y être acculé. En second lieu, il y a les conclusions normatives pour des situations particulières. Il est censé pour Antoine de livrer bataille. Ceci pourrait suivre d'un ensemble de principes normatifs généraux combinés avec une description des circonstances. Pour finir, il y a les diverses constructions complexes qui comprennent des termes normatifs. À moins qu'Antoine ne se trouve inférieur en nombre à la flotte adverse, il sera censé pour lui de livrer bataille. Notre problème est de donner une représentation uniforme de tous ces types différents d'énoncés normatifs. L'idée sera de construire l'ensemble des manières dont une personne avec des opinions clairement établies pourrait accepter un énoncé normatif en laissant de côté pour l'instant toute question du rapport que ceci pourrait avoir avec la signification, avec ce que les gens ont en tête. Commencez comme auparavant avec des systèmes de normes complets. Rappelez-vous qu'un système de normes est le résultat final des manières dont les divers principes normatifs généraux qu'accepte une personne se combinent, pèsent les uns contre les autres et l'emportent les uns sur les autres. S'il est complet, alors pour chaque occasion entièrement décrite et régie par les normes que l'on peut concevoir, le système classe chaque solution possible à une des trois catégories, exigée, optionnelle ou interdit. La notion dont nous avons besoin ensuite est celle d'un état credo normatif où toutes les opinions sont fermement établies. Imaginez une déesse, Héra, qui soit totalement cohérente et pourvue d'un ensemble d'opinions fermement établies, aussi bien normatives que factuelles. Elle ne connaît aucune incertitude quant aux faits. Il existe une manière complètement déterminée, M, dont elle estime que le monde existe. J'emprunte cette caractérisation des mondes possibles à Stalnaker, 1976. De même, elle n'a pas la moindre incertitude normative. Il existe un système complet de normes générales N qu'elle accepte. Ensuite, M et N constituent un état credo normatif où toutes les opinions sont fermement établies. Un monde factuel normatif. M-N. Les gens qui ne croient pas au monde possible préféreront peut-être s'en tenir strictement dans leurs propos à des états d'esprit credo-normatifs entièrement associés à une opinion. Pour ma part, il ne me semble pas plus critiquable de poser qu'il y a des manières complètement déterminées dont il est possible au monde d'exister que de poser les états d'opinion possibles dans lesquels une personne pourrait se trouver. Et c'est pourquoi j'utiliserai deux façons de parler de manière interchangeable. Ensemble, M et N entraînent de manière déterminée un jugement normatif pour chaque occasion. Par exemple, ils entraînent une détermination de la question « est-il ou non rationnel pour Antoine de livrer bataille ?» Héra n'a aucune incertitude sur ce qu'est la situation subjective d'Antoine et elle n'hésite nullement sur les normes qui s'appliquent ni sur leur poids respectif. Elle applique les normes qu'elle accepte à la situation subjective d'Antoine telle qu'elle estime être et en arrive à l'une de ces trois conclusions définies. Livrer bataille est exigé rationnellement pour Antoine. Rationnellement optionnel ou irrationnel. Tout jugement normatif particulier vaut ou ne vaut pas en tant que question logique dans le monde factuel normatif MN. Retour à Cléopâtre maintenant, qui n'est pas une déesse. Ses incertitudes sont à la fois factuelles et normatives. Elle estime qu'il est rationnel de livrer bataille, mais elle n'est pas certaine de ses motifs. Nous pourrions dire qu'elle accepte ce morceau de contenu normatif. Il est rationnel pour Antoine de livrer bataille.
mais qu'elle n'accepte pas une version unique de ce qu'est la situation subjective d'Antoine, ni un seul système de normes générales d'où suit le contenu normatif qu'elle accepte. Comment pouvons-nous représenter ce qu'elle accepte? Le morceau de contenu normatif qu'elle accepte est en réalité la disjonction de toutes les opinions complètes, factuelles plus normatives, qui auraient pu produire ce contenu. D'un point de vue formel, nous pourrions parler en termes d'ensemble. Le morceau de contenu normatif qu'elle accepte, il est rationnel pour Antoine de livrer bataille, peut être représenté par l'ensemble des manières dont elle pourrait l'accepter en étant pourvu d'opinions établies de façon maximale. Si l'énoncé est appelé E accent aigu, appelons l'ensemble des opinions O de E accent aigu, autrement dit, E accent aigu peut être représenté par l'ensemble de tous les mondes factuels normatifs Mn, pour lesquels il vaut. Rappelons que c'est l'ensemble de tous les couples Mn, dans lesquels M est un monde possible et N un système complet de normes, qui ont la propriété conjointe suivante que le système N, tel qu'il est appliqué à la situation subjective d'Antoine, dans le monde M, permet de livrer bataille. Nous disposons maintenant de la représentation formelle du morceau de contenu normatif qu'accepte Cléopâtre. Nous n'avons pas dit comment cette représentation formelle explique la signification de ce qu'elle dit. Nous pourrions dire en première tentative, quand elle pense E aigu, par exemple, qu'il est censé pour Antoine de livrer bataille, elle exclut toute possibilité extérieure à l'ensemble O de E aigu. Elle exclut tous les couples réunissant une manière dont les choses pourraient exister et un système normatif possédant ensemble la propriété suivante. Le système normatif appliqué à cette manière dont les choses pourraient exister dit de ne pas livrer bataille. Permettez-moi cependant de renvoyer la signification à plus tard et d'examiner une nouvelle fois l'enchâssement. D'un point de vue formel, notre nouvelle représentation ne résout pas seulement le problème de la communication, mais aussi le problème de l'enchâssement. Quelle que soit la complexité d'un énoncé normatif, nous pouvons encore représenter son contenu par un ensemble de mondes factuels normatifs, par l'ensemble de tous les mondes factuels normatifs pour lesquels l'énoncé vaut. Pour ce faire, nous devons préciser les cas où, en général, un énoncé normatif vaut pour un monde factuel normatif donné. Soit E aigu, un énoncé contenant des termes normatifs, et soit Mn, un monde factuel normatif. En quoi consiste-t-il pour E aigu de valoir dans Mn? J'ai parlé plus haut du prédicat descriptif qui, pour un système donné des normes n, correspondant à n, a un prédicat normatif. Prenez par exemple le prédicat normatif rationnel. Le prédicat descriptif qui lui correspond dans n est rationnel selon n, ou permis dans n. Maintenant, pour décider si l'énoncé normatif E accent aigu vaut dans le monde factuel normatif Mn, nous faisons la chose suivante. Nous remplaçons chaque prédicat normatif dans E accent aigu par le prédicat descriptif qui lui correspond dans n. Cela nous donne un énoncé purement descriptif, E aigu de n. Alors l'énoncé normatif E aigu vaut dans Mn si et seulement si E accent aigu de n vaut dans M. Prenez par exemple l'affirmation de Cléopâtre. Chaque fois qu'Antoine fait quelque chose d'irrationnel, il s'en tient à son intention avec obstination. Cette affirmation vaut dans un monde factuel normatif Mn si et seulement si. Chaque fois qu'Antoine fait quelque chose d'interdit par N, il s'accroche à ses intentions avec obstination, vaut dans M. Cette nouvelle représentation du contenu normatif offre des réponses aux trois problèmes qui gênaient la seconde approximation. Les contextes enchâssés ne posent plus maintenant de problème particulier. Tant que nous avons une explication de ce que représente pour un énoncé descriptif de valoir dans un monde possible M pour une manière spécifique maximale dont le monde pourrait exister, nous pouvons dire maintenant ce que représente pour tout énoncé normatif de valoir pour un monde factuel normatif Mn. Cela ayant été dit, il nous suffit d'ajouter la maxime, le contenu d'un énoncé normatif est l'ensemble des mondes factuels normatifs pour lesquels l'énoncé vaut. Cela nous permet de représenter ce qui est communiqué par un énoncé normatif, même quand le locuteur n'exprime l'acceptation en particulier d'aucun système de normes générales. Ce qui est communiqué, c'est le contenu normatif de l'énoncé qu'il produit. C'est un ensemble de mondes factuels normatifs. La représentation nous permet aussi de dire ce que l'ingénu accepte. L'ingénu qui accepte un énoncé normatif sans pouvoir le faire procéder de faits et de principes normatifs généraux qu'il accepte. Il accepte le contenu normatif de l'énoncé. L'analyse a été partiellement reconstruite. Nous avons à présent une solution formelle unifiée au problème de l'enchâssement, au problème de la communication et au problème de l'ingénuité normative. Nous pouvons dire l'ensemble de mondes factuels normatifs que représente n'importe quel énoncé normatif. Il nous reste encore à lier cet ensemble aux états d'esprit qu'ont les gens quand ils comprennent des énoncés normatifs et qu'ils les acceptent. Quand on exclut des choses.
Parler d'un ensemble de mondes factuels normatifs semble bien compliqué d'un point de vue psychologique. Comment quiconque pourrait-il avoir cela en tête en pensant de manière normative? Pour commencer à aller vers quelque chose de plus vraisemblable, nous pourrions reparler de ce qui est exclu par une affirmation normative. Si nous représentons un énoncé E accent aigu par son ensemble de mondes factuels normatifs, O de E accent aigu exclut toute possibilité extérieure à O accent aigu. Il exclut divers mondes factuels normatifs. Mais ce n'est pas le plus important. Il exclut aussi divers types ordinaires de possibilités. Des possibilités qui ne sont des mondes entiers déterminés, mais qui laissent le nombre de nombreuses choses non réglées. Travaillons sur un exemple. Cléopâtre a en tête la disjonction A. Antoine se trouve inférieur en nombre, ou bien il est censé pour lui de donner bataille. Cela exclut de nombreuses combinaisons de descriptions et de principes normatifs. Par exemple, cela empêche la combinaison suivante de P et N. Antoine se trouve légèrement supérieur en nombre à l'ennemi. Ne livrez jamais bataille à moins de vous trouver largement supérieur en nombre à l'ennemi. Quand Cléopâtre a E accent aigu en tête, nous pourrions dire qu'elle a en tête l'état d'esprit suivant. Exclure chaque combinaison de description et de principes normatifs qui n'est pas cohérente avec ce qu'elle dit. Le couple P et N fait partie des combinaisons qu'elle exclut. Comment la représentation formelle O de accent aigu influence-t-elle tout cela? Ce qui se passe, c'est qu'elle nous donne un moyen de parler systématiquement de cohérence ainsi que d'autres relations logiques. Elle nous permet donc de parler ce qui est exclu et de ce qui est exclu. Des énoncés normatifs s'excluent mutuellement si leurs représentations n'ont aucun monde factuel normatif en commun. Le vocabulaire des mondes possibles est une manière standard de représenter les structures logiques. Quoi que l'on puisse discuter pour savoir si c'est la meilleure, j'utilise les mondes factuels normatifs comme un moyen de m'accrocher au procédé standard qui utilise les mondes factuels possibles. Conféré par exemple Carnap 1947. Je viens de dire qu'avec l'énoncé E accent aigu, Cléopâtre exclut la combinaison P et N. Il n'existe pas de couple Mn où M est une manière complètement déterminée, où P pourrait valoir et N un achèvement de N tel que le couple Mn soit inclus dans O de accent aigu. Si vous le voulez, nous pouvons le vérifier en suivant pesamment tout le cheminement qui reprend les définitions des représentations. L'énoncé E accent aigu dit qu'Antoine se trouve inférieur en nombre, ou bien qu'il est censé pour lui de livrer bataille. Sa représentation O de E accent aigu est constituée de tous les mondes dans lesquels Antoine se trouve inférieur en nombre, plus tous les mondes dont les normes, s'appliquant au fait de ces mondes, permettent de donner bataille. Ainsi sont exclus tous les mondes dans lesquels Antoine ne se trouve pas inférieur en nombre, mais dont les normes, même dans ce cas, disent, s'appliquant à leur fait, de ne pas livrer bataille. Cela exclut de tous les mondes dans lesquels P aussi bien que N ont cours, car N dit de ne jamais livrer bataille à moins de vous trouver largement supérieur en nombre à l'ennemi. Ainsi, O de N exclut chaque monde dans lequel nous ne nous trouvons pas largement supérieurs à l'ennemi, mais dont les normes s'appliquant au fait de ce monde permettent de livrer bataille. O de P comprend seulement des mondes dans lesquels nous ne trouvons pas largement supérieurs à l'ennemi. Ainsi, pour tout monde, à la fois dans O de N et dans O de P, les normes de ce monde appliquées aux faits qu'ils contiennent disent de ne pas livrer bataille. O de N et O P ensemble consistent donc uniquement de mondes dans lesquels 1. P a cours, nous nous trouvons légèrement supérieurs à l'ennemi, et 2. Les normes du monde s'appliquant aux faits qu'ils contiennent disent de ne pas livrer bataille. Appelez-les les mondes NP. Dans le cas d'Antoine, tous ces mondes sont exclus par O de E accent aigu, car nous avons vu que ce que fait O de accent aigu, c'est exclure chaque monde dans lequel Antoine ne se trouve pas inférieur en nombre, mais dont les normes appliquées au fait qu'il contient disent de ne pas livrer bataille. Cela comprend tous les mondes NP, et ainsi E accent aigu exclut la combinaison de N et de P. Bref, nous pouvons donc essayer comme première manière de dire ce que signifie un énoncé normatif, la formulation suivante. Sa signification est ce qu'il exclut. Et ce qu'il exclut. Cela concerne les énoncés normatifs simples et aussi les énoncés complexes avec des composantes normatives, des énoncés comme à moins qu'Octave n'ait fait quelque chose d'irrationnel, il n'est pas censé pour Antoine d'attaquer. Un énoncé normatif exclut diverses combinaisons de possibilités factuelles et de principes normatifs, et nous disons à présent que sa signification se trouve dans l'ensemble des combinaisons qu'il exclut. La représentation formelle nous permet de parler systématiquement de ce qui est exclu et de ce qui est exclu. C'est un moyen de saisir les relations logiques qui valent dans les énoncés normatifs, et au nombre de celles-ci, il y a l'incohérence mutuelle.
Voici l'analyse normativo-expressiviste dans son état révisé. Comme auparavant, quand un locuteur produit un énoncé normatif, il exprime un état d'esprit. Mais maintenant, l'état d'esprit qu'il exprime consiste dans l'exclusion qu'il pratique de diverses combinaisons de systèmes normatifs et de possibilités factuelles. Les combinaisons dont il s'agit seront données sous forme canonique par la représentation formelle de la dernière section. Les états d'esprit normatifs, la signification se trouve dans ce qui est exclu. Cette formule comporte une certaine vraisemblance et il n'est donc pas absolument extravagant de soutenir que quand une personne dit quelque chose de normatif, elle exclut diverses combinaisons du fait de la norme. Mais quand même, qu'est-ce que tout cela est censé vouloir dire? Cela nous donne-t-il ce que la personne a en tête quand elle pense une pensée normative? Il est impossible qu'elle ait consciemment en tête tout ce qu'elle exclut. De fait, l'ensemble des choses qu'elle exclut est infini. Et donc, comment pourrait-elle les avoir toutes dans son esprit qui est fini? Ses pouvoirs logiques sont limités. Et il en va de sorte que pour bien des choses, même si elle réfléchissait pour savoir si elle les exclut ou pas, elle serait incapable de le dire. Ce sont là des versions de questions plus larges sur les rapports de la logique avec la signification et sur les rapports de la signification avec les choses qui se passent dans l'esprit. Je me risquerai ici à dire quelques mots sur la signification normative en particulier et sur ses rapports avec la réalité psychique. J'emprunterai des éléments à des théories de la signification déjà existantes qui ne soucient pas particulièrement des normes. Dans notre expérience actuelle, les opinions sont simplement ce qu'elles sont. Elles possèdent une qualité du type gestalt, dont nous ne pouvons pas dire grand-chose. Ce que nous pouvons espérer, c'est de rendre compte de leur structure d'un point de vue logico-philosophique. Ce n'est pas manifester leur nature psychologique intrinsèque, c'est vérifier comment elles rentrent dans un système. Gestalt, forme. Quel rapport y a-t-il donc entre notre représentation formelle et la signification? Elle ne nous dit rien de direct. D'un point de vue psychologique, les opinions normatives ressemblent beaucoup à toutes les autres opinions. La distinction fait-norme ne s'applique pas entre deux types d'états psychologiques complètement disparates, mais entre les types de contenus que l'on peut raisonnablement leur assigner. Pour manifester les objets de l'opinion sous forme de système, il nous faut montrer deux choses principales, les relations d'inférence qui existent entre eux et leur lien avec le monde. Et les relations d'inférence sont une question de logique. Les énoncés normatifs, elles sont données par la représentation formelle. La représentation nous dit systématiquement quelle chose suit de quelle chose. Quant au lien avec le monde, pour les propositions de faits simples et directs, ils viennent par l'expérience sensorielle. Il nous faut un parallèle pour les énoncés normatifs. Le contenu normatif se relie lui aussi au monde par l'expérience sensorielle, mais pas seulement par l'expérience sensorielle. Il se relie également au monde par la régie normative. C'est la théorie que je veux proposer. La régie normative est le type de motivation particulier qui provient de la production d'un jugement qui s'applique à nous-mêmes tout de suite. Il est possible que Cléopâtre ait estimé qu'il était censé pour Antoine de livrer bataille, mais ce jugement ne pouvait régir aucune action de sa part. Mais si Antoine estimait qu'il était censé de livrer bataille, à ce moment précis, son opinion pouvait très bien régir ses actions. Tandis que des propositions purement descriptives sont rattachées au monde uniquement par l'expérience sensorielle, les morceaux de contenu normatif sont rattachés au monde non seulement par l'expérience sensorielle, mais aussi par la régie normative de nos actions. Il est possible aussi pour des jugements normatifs de régir notre action de manière indirecte, et ce par la planification régissante. Si Antoine estime qu'il sera censé plus tard de livrer bataille, ou qu'il sera censé plus tard de le faire, si certaines éventualités se présentent, il aura tendance à faire des projets en conséquence. Cela constitue une attache supplémentaire du langage normatif avec le monde. Le rôle motivationnel indépendant de la planification est exploré par Bratman, 1983, 84 et 87. De même qu'il est peu de propositions descriptives qui décrivent l'expérience sensorielle présente, de même peu de morceaux de contenu normatif régissent directement une action présente. Les propositions et le contenu normatif sont rattachés au monde par un réseau d'inférences. C'est ici que la représentation formelle que j'ai donnée joue son rôle. Étant donné la représentation, nous pouvons traiter la relation d'implication inévitable de la façon habituelle. Un contenu P implique un contenu Q, si et seulement si Q vaut dans tous les mondes factuels normatifs dans lesquels vaut P. Quand nous appliquons notre formalisation à l'interprétation des pensées normatives d'une personne, l'effet psychique desquels notre formalisation doit donner un équivalent sont les inférences que la personne juge immédiates et non problématiques. On doit pouvoir interpréter ces inférences comme les recognitions d'une implication obligatoire. Si la personne infère avec confiance et l'énoncé Q
de l'énoncé P, nous devons représenter Q comme impliqué par P et par l'autre contenu qu'elle accepte dans notre interprétation. C'est une contrainte primordiale imposée à notre attribution de contenu. Keane, en 1960, est à l'origine de l'importante littérature philosophique consacrée à l'interprétation radicale. Ainsi, nous sommes devant un problème d'interprétation radicale des pensées d'une personne. Au moins deux contraintes pèsent sur l'équivalent au contenu normatif que nous donnons à ses pensées. Premièrement, les inférences qu'elle fait avec confiance doivent être expliquées par des relations d'implication inévitables entre les morceaux de contenu que nous lui attribuons. Deuxièmement, ces proportions à la régie normative doivent correspondre au contenu que nous attribuons à ces jugements normatifs. Quand les jugements qui, selon notre interprétation, sont produits par une personne à un moment s'appliquent à cette personne elle-même, à ce même moment, cette personne doit être motivée de manière normative. A l'inverse, quand elle est motivée de manière normative, nous devons lui attribuer un jugement normatif qui s'applique à elle-même à ce moment-là. Ce sont ces contraintes sur l'interprétation qui transforment la représentation formelle que j'ai donnée en une explication de la signification du langage normatif. Ces contraintes ne font pas toutes seules tout le travail. Il y a d'autres desiderata puissants qui guident l'interprétation. Les opinions normatives que nous attribuons devaient être intelligibles. Elles devraient être le fruit de considérations familières de notre savoir et dans des combinaisons possédant des parallèles familiers. Pour satisfaire à ce desideratum, le traducteur devra en revenir à une conception plus riche des systèmes normatifs, conception qui explicite les considérations qui contribuent à un jugement normatif et la façon dont elles pèsent les unes contre les autres ou l'emportent les unes sur les autres. C'est Richard Burian qui m'a convaincu du besoin de cette suite d'idées ou de quelque chose d'approchant. Davidson, 1986, étudie les contraintes conjointes sur l'interprétation des opinions et des désirs. Plus une pensée normative paraît bizarre à l'issue d'une interprétation, plus notre évaluation du procédé d'interprétation doit en souffrir. Toutefois, on doit sûrement autoriser un peu de bizarrerie. Il ne faut pas que la pensée normative de chasseur de tête en arrive à être l'équivalent de celle des Quakers. Des desiderata d'intelligibilité opèrent à l'intérieur des contraintes que j'ai décrites grossièrement. Les inférences perçues comme évidentes doivent s'en suivre réellement des choses acceptées, et la motivation normative doit naître des opinions normatives. Le travail de notre représentation formelle du contenu normatif est de nous permettre de formuler ces contraintes. Que fait donc une personne quand elle formule une pensée normative compliquée? Ce qu'elle fait ne saurait être mieux dit, et je ne cesserai pas dans le reste du livre de retomber dans ma vieille pratique désordonnée. Je dirai encore que le locuteur exprime son acceptation d'un système de normes. Au lieu de cela, je pourrais dire d'une façon cryptique mais exacte qu'il exprime un ensemble de mondes factuels normatifs. Mieux encore, je pourrais dire qu'il exprime son exclusion de certaines combinaisons de possibilités factuelles et de normes. Mais, et c'est le mieux, je peux dire qu'il exprime une pensée qui tire sa signification de ces liens logiques à d'autres énoncés et par leur intermédiaire non seulement à l'expérience sensorielle mais aussi à la régie normative. Notre formalisation représente ces liens logiques.